Au fond de la vallée de l'île d'Ut se sont accumulées, au fil des ères géologiques, des couches de sédiments qui constituaient, il n'y a pas encore si longtemps, les marais de Saint-Renan. Ces sédiments pouvaient être riches en minéraux à bonne valeur marchande. À la fin des années 50, quand on s'est tourné vers la force nucléaire, on y a recherché de l'uranium. Mais en fait, l'uranium, c'est de l'étain qu'on y a trouvé. Voici le plan du bas de la ville à la fin des années 50. Dans les années qui ont suivi, il a subi de profondes transformations du fait de l'exploitation de l'étain par la Comirène. Les montagnes ici, c'était des montagnes primaires très anciennes qui s'étaient désagrégées peu à peu et qui avaient déposé plusieurs mètres de gravier dans le fond du gisement. C'est de l'uranium que j'ai trouvé les premiers indices d'étain, sous forme de gros blocs très lourds, de cassitérite et de wolfram. Le wolfram, c'est un minerai de tungstène qui est généralement associé à l'étain. De 1957 jusqu'à 61, j'étais responsable de mission. J'avais deux gars avec moi. On faisait les recherches d'étain. J'ai commencé l'uranium, après c'était l'étain. Et l'étain, c'était avec les bâtés. Alors là, on a décidé de faire des sondages dans le gisement lui-même. On a commencé par faire des sondages des lignes tous les 800 mètres, avec des trous sur les lignes tous les 100 mètres, 400 mètres, et puis à 200 mètres. Et sur ces lignes à 200 mètres, on a fait des trous tous les 25 mètres. Nous avons évalué à 6000 tonnes de cassitérite, de minerai d'étain, la quantité d'étain contenu dans ce gisement. C'était suffisant pour exploiter. On a fait un programme pour exploiter à raison de 400 tonnes par an pendant 15 ans. Nous avons décidé de faire d'abord une petite exploitation pilote au Monitor. Le Monitor, c'est un jet d'eau très puissant qui consiste à démolir le gravier et les sables à l'eau, à les faire ruisseler dans un trou, à les reprendre par une pompe et à les amener dans une laverie pilote. Ça a très bien marché. Alors il y avait une bonne pression d'eau qui faisait rouler la terre vers la pompe. Alors quand il y avait trop de cailloux, il fallait les tirer à la main, quoi. C'était pas facile, on était tout le temps dans l'eau, quoi. Il a fallu donc installer des pompes avec des moteurs électriques de 90 à 110 chevaux. Donc il y avait donc deux pompes que l'on changeait régulièrement tous les 8 jours, pour ainsi dire. Pour avancer, parce que ça n'avançait pas vite. Hein. Alors c'était des trous, il y avait de la glaise, il y avait tout un système pour les déplacer. Donc il y avait des transfos installés au départ, à quelques mètres, qu'il fallait également déplacer en même temps que des pompes parfois. Et dans la boue, c'était vraiment pas gai. Hein. Et alors, il a fallu décider maintenant de comment on allait produire 400 à 450 tonnes par an. Et on a décidé que ce serait une drague suceuse. Et nous avons commandé cette drague aux États-Unis. Dans le grand trou, nous avons fait au Monitor, nous l'avons monté à sec. Et puis, comme l'eau arrivait naturellement de partout, elle a flotté au bout de quelques temps. Qui a été monté ici par deux Américains et les gars de la compagnie minière, les ouvriers, au montage. On a démarré bien, fort. On était arrivé à un effectif de 160 personnes. Dans les appareils pour récupérer l'étain. Pour récupérer l'étain, donc ça s'appelait les gigs, ça s'appelait les gigs. Ça s'appelait les gigs. Les gigs, qui
qui était où on les réglait les vitesses, Ouais, on réglait suivant la vitesse. que ce soit un pouce, demi-pouce, un truc comme ça quoi. Et cet étain-là tombait, dont le sable était pris en surface de l'eau, comme le sable était plus léger que l'étain, le sable passait par-dessus, tombait dans les goulottes pour aller aux roues à sable. Et l'étain rentrait à travers les grilles, ça passait entre eux et ça tombait dans les puits de 50-60 litres. Là aussi également il y avait des roues à sable avec un monitor donc à jet à grosse pression pour le laver. Qu'on servait, on relevait le sable et qui était servi après aux clients, aux entreprises de bâtiments. Quoi. Donc là, à côté, où il y avait un parking où les camions venaient stationner pour pouvoir embarquer le sable pour aller sur les chantiers. Il y avait la drague qui était ici, là, tout à fait au bout, et derrière la drague, il y avait à peu près ici donc 7 à 800 mètres de conduite. Alors c'était des tuyaux de 330 de diamètre que la drague refoulait donc avec un gros moteur de combien de chevaux de 600 chevaux qui emmenait au relais qui était là à côté. Donc ici il y avait les tuyaux à terre et les tuyaux flottants sur des gros flotteurs également de 2 mètres de long sur 1 mètre de diamètre pour tenir les tuyaux en surface. Et alors on les allongeait suivant quand la conduite était raide. On les allongeait que ce soit de 10 mètres ou de 8 mètres, un truc comme ça chaque fois. Chaque fois que la drague avançait, on était obligé d'allonger également la conduite. Alors des fois ça se faisait de jour, ça se faisait de nuit, mais des fois aussi également on tombait à l'eau. Bon, on a été repêché quand même avec le pousseur, parce qu'il y avait un gros pousseur, un gros bateau qu'il fallait pousser la conduite pour faire le branchement des rotules. Chaque bout de tuyau, il y avait une rotule. Il y avait une rotule mâle et une rotule femelle avec des gros boulons de chaque côté, avec des écrous des gros écrous. Quoi. On avait des grosses clés et puis on serrait la conduite. Donc il ne fallait pas rater la prise. Vous pouvez la descendre jusqu'à 8 mètres de profondeur en dessous du niveau d'eau. Alors ça aspirait à l'intérieur de la drague par une grosse pompe. Et c'était refoulé à la laverie. Il y avait un moteur de 600 chevaux qui entraînait la grosse pompe. Et puis un moteur de 350 qui entraînait le circuit hydraulique aux commandes. Il se relayait tous les 2 heures. Et un autre qui surveillait les machines dans la salle des machines. Et pour travailler, c'était par des caps. Il y avait un point fixe de chaque côté et par les treuils. On virait d'un bord et puis après on allait de l'autre bord. Et pour avancer, c'était les gros queues qu'il y avait à l'arrière. Alors on baissait un, on virait la drague et on baissait l'autre. Et quand on avait avancé, ça y est, on tournait qu'avec un, bien sûr, pour pivoter. Alors j'ai décapé tout l'emplacement de tas de sable. J'ai posé des tuyaux dans la laverie qui montaient à l'étage pour aller au crib de la pompe, de l'extraction, ça. Et de là, une fois posé tout ça, je suis revenu ici, là, à côté de l'atelier, là, où est-ce qu'il est touris, là. Là, j'ai commencé à décaper tous les prairies, là. Oui, oui. Parce qu'après, moi, j'étais au décapage comme... Non, mais là, ça passait, mais c'est le bois. Après, c'est le bois. Le bois, Tout le bois, tous les souches. Tout était il y a même nettoyé. des choses qui restent des fois coincées dans le Tout bois. nettoyé propre. Avec sa tronçonneuse, elle coupait tout le bois comme voilà. Les talus, on démolissait, on démolissait les talus après. Et on faisait du feu, tout était brûlé. On avait le droit à l'époque de faire du feu, tout était brûlé. Tout était brûlé. Une bonne odeur. Hein. Ah ouais, les souches, tout était brûlé. Alors moi j'étais à la pelleteuse et puis on faisait du feu, hein, ça durait toujours d'avance, que ça soit propre. Toutes les racines, tout ça était nettoyé avant de passer la drague. Hein. On a eu quelques petits problèmes comme on a toujours au début. Hein, en particulier, on a pollué très largement la rivière de Cernan. On a réussi à faire une rivière claire au bout de 2 ans. On a dédommagé les pêcheurs en créant une station d'alvinage du côté de Pancorf. Donc on avait 160 personnes à peu près. J'avais réussi à apprendre leur métier à tous les Bretons que j'employais. Il y en avait 45 de Postcoder, à peu près la même chose de Landulves, d'autres de Cernan et d'autres, quelques-uns de Brest. Et puis quelques spécialistes qui venaient d'ailleurs. On a commencé à tourner à 70% du temps de travail
pour finir à tourner à 96% du temps de travail. Tout ça seulement en faisant de l'entretien préventif. Parce que le sable, le gravier, les cailloux, comme ça, qui passaient dans la vrague, hein, ça usait tout. Au début, on changeait ça quand ça crevait. Dès qu'on a décidé de faire l'entretien préventif, on changeait systématiquement tout, suivant leur temps de vie qu'on avait remarqué, tous les dimanches. On travaillait nuit et jour. Bon, il y avait les postes qui démarraient à 5h du matin jusqu'à 13h l'après-midi, et de 13h à 21h le soir, notre équipe qui venait nous remplacer, et l'équipe de nuit donc de 21h à 5h du matin. C'était le plus dur, c'était quand on terminait le lundi matin, on était de nuit, commençait à 9h le dimanche soir jusqu'au lundi matin 5h, et reprendre le lundi à 13h jusqu'à 21h. On avait jusqu'à 8h pour se reposer. Et les réparations étaient tout le temps le dimanche matin. On travaillait de 8h à midi, des fois même l'après-midi, où on allongeait même les conduites sur le tas de sable ou les tapis. Les grandes réparations, ça commençait à 5h du matin des fois, et ça durait tant que c'était pas fini. Jusqu'à 3h, les gars, ils restaient là, on restait au bout. Jusqu'à 3h, c'était 3h, on mangeait pas avant, c'était comme ça, en fait, ça tourne. Il y avait aussi pour la sécurité, quoi, comme on faisait. On allait voir sur le chantier s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait, quoi, en cas où il y avait des pannes ou des trucs dangereux, quoi. Alors qu'il fallait remettre aux normes après, quoi. Bon, puis on avait des réunions donc entre nous pour décider pour des revendications, quoi. Hein. Oui. Bon, mais un coup quand même, quand on était 3 jours en grève là, eh bien, on avait été convoqués par la suite. Alors, à la réunion, on nous avait dit bon, vous êtes les plus forts, les plus nombreux. Et là, il avait lâché le morceau. À l'époque, les salaires étaient convenables par rapport aux entreprises environnantes. Et donc, la Comiraine tourne en 3-8 pour beaucoup. Elle s'arrêtait le dimanche midi. Alors, moi j'étais jeune, bien sûr, à l'époque. Ben, on était content de bosser parce que quand on travaillait le dimanche, en plus, on était payé double. Bon, il n'y avait aucune entreprise dans les environs qui aurait fait ça à ses ouvriers. Alors, c'était intéressant. On nous a finalement payé 10 à 20% de plus que dans les travaux publics. Et je leur dis surtout, je vais vous faire une retraite. Je vais cotiser au maximum pour vos retraites complémentaires. Et je crois que tout le monde se trouve bien, comme moi-même d'ailleurs. Hein. La Sainte-Barbe, c'est donc la fête des pompiers, mais c'est aussi celle des mineurs. Et Saint-Ronan, avec son entreprise, était lié donc à la mine. Les gens qui travaillaient à la Comiraine, c'était des mineurs. Donc, fêtaient la Sainte-Barbe. Et tous les ans, donc, c'était sympa parce qu'on avait droit à un bon repas et puis le plaisir de se retrouver entre collègues. J'ai pas trop de souvenirs marquants, mais bon, bien sûr, hein, c'était la fête. Il y avait à manger et à boire. Et bien sûr qu'on ne se retenait pas. L'arbre de Noël aussi, ça aussi c'était très bien. Je me souviens que mes enfants ont été toujours gâtés parce que l'entreprise quand même fonctionnait à ce qu'il me semble très bien et elle était généreuse hein, pour ce qui était les arbres de Noël. Alors, une nuit en 1961, les Renanais furent réveillés par le bruit des 700 chevaux d'une drague à la recherche de minerais dans les marais du côté de l'Henri-Varé, sur le sol de France. C'est une drague hélicote. Elle avait débarqué sur nos côtes, si vous voulez, son histoire, elle venait tout droit d'Amérique. Elle était en pièces détachées. Pour la monter, la faire flotter, il a fallu creuser un trou. Le tout béni par Saint-Auguste. Leur souhait, bonne chance. Couché bien tard, levé bientôt, très tôt, les monteurs se mirent au boulot. Sitôt après la mise en eau, lorsqu'ils virent tourner le cutter, les pieux s'élever vers les cieux. Tous, ils dirent « Merci mon Dieu d'avoir une chance ».